Bonjour à tous, Arnaud Poncet, fondateur de Serifi. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer un peu l'intérêt du cadre de gestion et comment nous l'utilisons dans notre société de conseil qui est donc basée à Reims. Et aujourd'hui, on rayonne sur l'ensemble de la France et sur la Belgique. Donc, sur le cadre de gestion, mon propos, ça serait d'évoquer évidemment la psychologie des marchés. Cette année, c'est un vrai cas d'école. L'introduction au cadre de gestion, notre règle, et évidemment, on développera ce que nous, on utilise dans notre cadre de gestion chez Serifi. Donc, au niveau de la psychologie des marchés, j'aime bien montrer ce graphique théorique qui montre un petit peu l'évolution des marchés et les différents sentiments qu'on peut avoir pendant ces mouvements. Donc évidemment, souvent ici, ça commence par le scepticisme. On ne sait pas trop si ça doit monter, si ça doit descendre. Après, on commence à avoir de l'espérance quand le marché monte, de l'optimisme. Après, on a des croyances, des certitudes que le marché va encore monter. Et puis après, il y a l'excitation, l'euphorie. Et puis à un moment, voilà, le plus haut a été sûrement atteint, et puis là, ça va être la complaisance. Finalement, on attend un petit peu, on attend toujours que ça remonte, mais finalement, des fois, le marché ne remonte jamais. On commence à être anxieux, parce qu'évidemment, on se dit, mince, on a peut-être raté quand même quelque chose. Et puis après, il y a la phase de déni, où finalement, on est sûr que ça va remonter, on est sur des plus bas, ça ne peut pas aller plus bas. Et puis là, le marché continue cette vague baissière, c'est la panique, la capitulation, même la colère à un moment donné, parce qu'on se dit vraiment qu'on a raté quelque chose. Et puis après, s'ensuit cette phase de dépression. Et cette phase de dépression, c'est souvent là où les petits porteurs, les agriculteurs aussi peuvent craquer. Et puis après, on recommence un cycle avec justement ce scepticisme, cet espoir, etc. Et quand on transpose ça avec le cours du blé en continu sur Euronext, vous voyez, j'ai remis les mots sur cette courbe-là, où là, à un moment donné, évidemment, on a cette excitation, cette euphorie durant la guerre en Ukraine. Et puis finalement, on a eu cette vague et cette correction très, très importante entre la complaisance et justement la dépression. Donc souvent, nous, les récoltes, alors j'ai pris l'exemple de la récolte 2023, où vous avez positionné donc au milieu, là, au mois de juillet, la récolte. Vous avez un an avant la récolte pour commercialiser et un an après. Et quand on voit cette évolution des marchés, alors il y en a très peu qui ont vendu ici, puis au fur et à mesure, et malheureusement, la grosse partie a été vendu dans cette partie de dépression. Quand on regarde un petit peu les prix moyens dans certains organismes stockeurs, une grosse partie des volumes a été fait, puisque les agriculteurs, même au moment de la récolte, n'avaient jamais si peu vendu, et il y avait vraiment une capacité de rétention. Donc on voit que la psychologie des marchés a vraiment bien joué, parce que après cette vente massive, tout d'un coup, les marchés ont fortement rebondi pour recommencer ce cycle avec le weather market, et on verra ça tout à l'heure. Donc, si vous voulez, c'est vrai qu'après, autre réflexion, c'est l'exposition à la volatilité sur les marchés. Donc, c'est vrai qu'on est sur des marchés très spéculatifs. Il y a des risques économiques pour votre exploitation agricole. Ça, vous vous en doutez bien. Je me suis amusé, pareil, à faire des amplitudes moyennes entre le plus bas et le plus haut sur chaque campagne, de 2007 à 2024, puisqu'il y a des campagnes qui sont plus volatiles les unes que les autres. En faisant la moyenne pour lisser un peu tout ça, on s'aperçoit que sur du blé, c'est 108 eurotonnes d'amplitude de moyenne. Sur de l'orge de printemps, à peu près au même niveau. Orge d'hiver aussi. Puis le colza, c'est presque x2 à 213 euros. Mais quand vous remettez par un tonnage d'une ferme fictive, on s'aperçoit que ça commence à faire quand même pas mal d'euros. Et souvent, en plus, la mauvaise décision s'accompagne en même temps sur toutes les cultures. C'est-à-dire que souvent, à un moment qu'on arrive dans cette fameuse phase de dépression que j'ai montré juste avant, l'agriculteur est capable à lâcher le blé, l'orge de printemps, les scourgeons, etc., parce qu'il n'y croit plus, et de faire souvent plusieurs mauvaises décisions. Donc, face à ça, on va essayer de travailler justement sur ce cadre de gestion. Et autre élément aussi, pareil, sur cette volatilité sur les marchés, le chiffre d'affaires, c'est égal à une production fois un prix de vente. Souvent, il y a des éléments évidemment qui viennent impacter mon chiffre d'affaires, c'est tout simple. Alors, on peut déjà avoir les diminutions des aides PAC, mais aussi ce risque climatique qui nous fait souvent hésiter à vendre. Le rendement, la qualité, on ne sait jamais trop ce qu'on va récolter. Encore une année comme ça qui est très pluvieuse dans certaines régions, ça ne pousse pas à vendre, mais en même temps, le risque prix aujourd'hui, des fois, devient plus important que le risque climatique. Donc c'est vrai que les bases sont pas très très bonnes actuellement, mais en même temps, il y a eu des prix rémunérateurs et souvent, après moisson, en tout cas la récolte 2023, les prix étaient beaucoup moins rémunérateurs après la moisson qu'avant la moisson. Donc ça pose des questions, sachant que les réfactions, tout le monde va les avoir. Donc après, comment gérer cette psychologie des marchés, justement, réussir à se décider, à prendre des décisions. Et c'est pour ça qu'on utilise, nous, vraiment un cadre de gestion qui va nous permettre, justement, de se structurer, de se guider, de se donner certaines règles pour, justement, faire des vraies règles de gestion pour tenir son entreprise et faire qu'elle soit toujours rentable. Donc,
Comment ça se crée un cadre de gestion? C'est tout simple, hein, on fait des recherches évidemment pour voir les éléments qu'on va utiliser dans le cadre de gestion. On va créer son système avec différents piliers, donc je vous expliquerai après les piliers que nous avons retenus. Et puis vous allez suivre ce fameux système, l'améliorer, l'optimiser, et pareil, on recommence un cycle, faire des recherches, etc., pour toujours alimenter ce cadre de gestion et l'adapter au contexte qui évolue évidemment sur chaque campagne, et essayer de ressortir avec quelques indicateurs la méthode qu'on va utiliser et comment on va la structurer. Donc chez nous, on utilise donc 5 piliers. Donc un premier pilier qui est un peu basique, hein, qui sont les prémices de CRFI, hein, c'est ne pas vendre avant moisson sous son prix de revient. Ça paraît bête comme ça, mais faut quand même se le mettre dans le premier pilier. Deuxième pilier, la raison d'exister de CRFI, hein, l'analyse historique. Hein, depuis nos débuts, on a beaucoup travaillé sur l'analyse historique, je vous expliquerai après ensuite. Segmenter ses ventes, position des fonds, et enfin flexibilité. Donc sur cette première partie, ne pas vendre avant moisson sous son prix de revient, déjà c'est voir les premières contraintes qu'on a au sein de son exploitation. La première contrainte, c'est déjà de connaître son seuil de commercialisation. Alors c'est vrai que tout le monde vous le dit, les centres comptables, etc. Mais je pense que c'est quand même très important, à l'heure où il y a des charges de mécanisation très différentes selon chaque exploitation, des rendements, des potentiels de rendement, etc. De voir son seuil de commercialisation donne quand même une très très bonne approche. Pareil, combinaison achat d'engrais, vente de grains, on a encore refait des simulations, hein, logiquement il y a une très très bonne synchronisation entre les deux. Par exemple chez nous en 2025, hein, on a fait acheter pour l'instant les engrais au moins cher, et donc on a combiné forcément avec des ventes de grains puisque les deux étaient rémunérateurs. L'achat avec les prix de vente qu'on pouvait nous proposer sur 2025. Donc nous, on a synchronisé les deux, savoir ce qui va se passer en 2025. On a déjà beaucoup d'incertitudes sur 2024, alors 2025, voilà. Mais il faut se décider, et économiquement, ça reste des bonnes règles. Après, quel est son plus grand risque sur son exploitation? Ça, c'est toujours le nerf de la guerre, hein. Est-ce que c'est un manque à gagner ou est-ce que c'est des pertes? On voit que sur des années 2023 où des engrais ont été achetés très chers, malheureusement, il y a souvent des pertes. Donc la sécurisation, en faisant vraiment la sécurisation du chiffre d'affaires, reste un élément très important. Et évidemment, pour gérer ces risques, il faut utiliser différents outils qui peuvent être les marchés à terme avec des lots, des options. On a mis en place des puts par exemple pour la récolte 2024. Hein, quand on ne connaît pas trop la qualité, le put peut être une solution. Des stockages, évidemment, si vous avez le grain chez vous et les engrais, vous pouvez plus combiner, faire des achats d'avance ou faire des réserves. Hein. Quand on a fait acheter les engrais 2025, ils sont déjà en train d'être livrés actuellement, donc il faut avoir les capacités de les recevoir. Et puis de la trésorerie qui reste toujours le nerf de la guerre, parce que tout ça, ça se finance ou on retient un peu à la vente selon sa politique de commercialisation sur les grains. Donc ça, c'est notre premier pilier. Le deuxième pilier, c'est l'analyse historique. L'analyse historique, qu'est-ce que c'est un bon prix? Et le problème, c'est souvent, on ne sait pas quel est le bon prix. Alors nous, on fait des références. Donc ici, vous pouvez voir dans le tableau ci-dessous. Donc on a référencé les cours du blé Euronext en base juillet. Donc ici, sur 1 an, sur 3 ans, sur 5 ans, sur 7 ans et sur 10 ans. Donc ça, c'est notre indicateur long terme où on trouve donc une méthode des quartiles, hein, le maximum, le quart supérieur, la médiane, le quart inférieur et le minimum. Et donc on utilise ce référentiel et après on utilise par campagne, 2024, récolte 2025, pour voir un petit peu comment évoluent les cours au sein de cette campagne et voir à un moment donné si on est au plus haut ou dans le quart supérieur du marché depuis 6 mois, etc. pour enclencher des ventes. Donc on a créé ce cadre de gestion au départ avec cette analyse historique, hein, puisque nous, notre objectif, c'est de vendre dans le quart supérieur du marché et acheter les engrais dans le quart inférieur du marché. Donc c'est vraiment l'idée, c'est de se donner des repères. Et puis après, vous avez des règles de gestion qu'on peut tous se les adapter. Hein. Alors il y a la première, c'est vendre tous les jours ou toutes les semaines, le même jour ou tous les mois. Donc ça, c'est souvent ce qu'on appelle la moyenne du couillon. Donc souvent, je dis à mes clients, si je fais moins bien que la moyenne du couillon, faut mieux arrêter de s'abonner à nos services. Et puis après, vous pouvez avoir des règles, un tir avant la récolte, un tir à la récolte, un tir après la récolte, ou un 50-50. Voilà, nous sommes plutôt dans l'objectif entre 40 et 60% vendus à la récolte. Et on utilise ces références historiques et j'aime bien vous redire, voilà, le quart supérieur du marché sur 7 ans, on est à 235 €. Et finalement, malgré la correction qu'on a et encore aujourd'hui, on n'est pas si loin que ça d'un quart supérieur du marché sur 7 ans, même si pour l'instant les prix vous semblent pas extraordinaires parce qu'on ressort d'années assez volatiles et avec des prix historiques très très élevés. Aujourd'hui, on reste quand même sur les 7 dernières années, on était 3/4 du temps en dessous de cette valeur-là et juste 1/4 du temps au-dessus. Voilà, donc l'idée, c'est de se donner des références de prix.
Après, au niveau de segmenter les ventes, hein, bah pareil, hein, vous avez des cycles de trésorerie, hein, vous avez besoin de financement pour vos engrais, vos semences, vos produits de santé végétale. Alors se dire on vend tout en one shot, etc., ça se fait pas dans la vraie vie. Donc on est plutôt dans l'idée qu'il va falloir quand même saucissonner pour financer tous ces achats qu'on fait précocement. Et évidemment aussi la réduction de la volatilité. De segmenter les ventes, bah, ça vous empêche une amplitude, c'est-à-dire que celui qui arrive dans cette phase de dépression, comme je vous ai montré, et qui n'a rien vendu, bah, le mouvement de panique il est beaucoup plus important que celui où il lui reste plus que 20%, où là il peut diminuer ses émotions et se dire bah, je peux attendre, je vais prendre un risque, etc. Quand vous êtes acculé, que vous êtes dans cette dépression et en plus vous avez la totalité à vendre, bah, c'est là où vous faites les mauvais choix. Donc c'est vrai que cette segmentation permet de diminuer aussi cette phase émotionnelle qui vous fait faire des mauvaises décisions. Donc ça, c'est notre troisième pilier. Le quatrième pilier, c'est plutôt la position des fonds. Donc position des fonds, on est plutôt sur des rapports qui sortent toutes les semaines, hein, qui évoquent donc les positions sur Euronext. On a 50% d'entreprises commerciales et 50% de fonds institutionnels. Donc il y a 50% d'organismes stockeurs, d'agriculteurs, etc. Mais vous avez quand même 50% qui sont détenus par des fonds spéculatifs et qui font énormément varier le marché. Donc quand on reprend l'ensemble des données, on a un petit tableau qu'on fait chez nous, où vous avez en gris les cours Euronext, hein, vous avez la légende là sur la droite, et sur la gauche, vous avez la position des fonds financiers. Et chaque barre représente une semaine. Donc quand ils sont en dessous des zéros, c'est qu'ils sont des positions vendeuses, et quand ils sont au-dessus, on est plutôt sur des positions acheteuses. Et quand vous regardez un petit peu la concordance entre les deux, donc je vous ai mis tous les rectangles verts, c'est quand ça monte, et après regardez bien la similitude, ça permet de voir exactement que la position des fonds financiers est complètement coordonnée à la position du marché et il y a exactement une même réactivité. Donc les fonds financiers, bah, quand vous étiez au plus bas sur le mois de février, ils étaient tous très très vendeurs et cette hausse qu'on a reconnue, eh ben, c'est tout à fait la même parce que c'est les fonds financiers qui se sont mis à racheter énormément. Et là, de nouveau, ils sont en train de rebaisser leur position et ça fait rebaisser les cours. Donc il y a vraiment une coïncidence, ou pas une coïncidence, une réalité entre les deux qui prouve bien que les fonds financiers sont un acteur majeur dans la rédaction, en tout cas nous, de notre cadre de gestion, parce qu'il y a une implication forte et il faut énormément suivre la position des fonds pour justement guider, accélérer nos ventes ou ralentir nos ventes. Donc c'est comme ça qu'on l'utilise. Position des fonds qui reste un élément crucial dans la construction de notre cadre de gestion. Et enfin, la flexibilité. Évidemment, hein, vous avez le marché, mais on peut créer tous les algorithmes qu'on veut. Il n'y en a aucun qui fonctionne aujourd'hui. En tout cas, il fonctionne toujours avec le passé, mais avec le futur, c'est toujours compliqué. Hein. Et puis, s'il y a un algorithme qui marche à chaque fois, ça se saurait. Et puis, les gens ne vous le vendraient jamais, puisque s'ils vous le vendent, c'est que, ben, voilà, autrement, chacun peut placer des millions et le faire fructifier comme il veut. Donc voilà. Donc aujourd'hui, utiliser un cadre de gestion, ça me paraît être du bon sens, mais à côté de ça, bah, il y a plein d'éléments qui sont des faits. La macroéconomie, hein, qui peut énormément bouger avec les décisions de la Fed, de la BCE, etc. Sur le pétrole aussi, tout ce qui peut indexer nos matières premières, hein, comme le colza. La géopolitique, on l'a bien vu avec la guerre, etc. Il y a plein d'éléments qui sont imprévisibles et qui modifient fortement le marché à tout moment. De l'analyse technique, évidemment, hein. Tous les financiers aujourd'hui font de l'analyse technique. Alors ça va du basique, support résistance, à plusieurs indicateurs qui nous permettent aujourd'hui de faire les mêmes analyses qu'eux et de faire la même tendance, comme on voit bien que c'est les financiers qui gèrent nos marchés. Évidemment, votre sentiment de marché. Le weather market, on est en plein dedans, hein, évidemment. Sur des périodes mai-juin, on a souvent les marchés qui sont très très volatiles, notamment sur les céréales de l'hémisphère nord, qui influencent. Donc voilà, donc nous aujourd'hui, on est 6 analystes grains et un analyste engrais pour gérer tous les marchés. Nous, ça fait plusieurs années, hein, moi ça fait plus de 20 ans que je suis sur les marchés, pour avoir notre expérience. Alors c'est pas pour ça qu'on est infaillible, hein, faut rester humble avec les marchés, mais qui donnent vraiment des tendances et qui permettent aujourd'hui de construire une stratégie avec un cadre de gestion assez précis. Donc voilà, donc j'ai essayé de vous expliquer un peu notre fonctionnement, notre cadre de gestion et je vous conseille soit de le créer ou soit de nous rejoindre. Voilà, si vous aimez ce genre de décision, quelque chose assez cartésien quand même, qui nous permet d'avoir certaines règles et d'essayer de viser justement ce quart supérieur du marché dans la vente de grains et le quart inférieur du marché dans les achats d'engrais. Voilà, j'espère que ma présentation vous a intéressé. Voilà, on fait des abonnements pour les agriculteurs classiques à partir de 1 100 € hors taxe par an avec toutes nos données. Et puis après, on a un suivi personnalisé qui est un peu plus cher et qui est adapté au profil de nos clients, à la surface qui nous laisse commercialiser. Donc voilà, écoutez, on reste à votre disposition et on vous souhaite une bonne journée. Au revoir.